Merci infiniment d'avoir patienté ce petit quart d'heure. Vous êtes très nombreux ce soir et on attend encore une trentaine de personnes, mais nous allons commencer puisqu'il est presque 7h15. Alors c'est la 12e ou la 13e conférence du Cercle Paul Vendôme. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Elena Perrou, qui va nous parler d'un sujet d'actualité, puisque élection oblige, la Russie et le président Poutine, dans un contexte que vous connaissez tous, et avec une vue très originale qui n'est pas celle que les médias véhiculent ordinairement. Alors je tiens à vous dire aussi qu'on est très heureux ce soir de s'associer, nous, le Cercle Paul Vendôme, c'est-à-dire Alain Lefebvre et moi, et notre troisième compère, au sénateur Alain Destex, qui est à ma gauche, qui représente la tendance que nous aimons bien au MR, et qui porte une voix un petit peu politiquement incorrecte dans ce pays. Voilà. Écoutez, je lui passe la parole. La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que ceux qui ne sont pas inscrits au cercle peuvent s'inscrire évidemment. Nous serons très contents de les accueillir. Je ne peux pas, à cette heure, vous donner l'identité de notre prochain conférencier, mais j'ose espérer que nous aurons une bonne surprise à vous annoncer dans les jours qui viennent. Voilà. Un Français assez connu, qui serait de nature à remplir aussi une salle. Voilà. Je passe la parole à Alain Destex. Merci Jean-François. Alors effectivement, moi, je m'appelle Alain Destex. Pour les Français qui ne me connaissent pas, je suis sénateur en Belgique. C'est vrai, la tendance de droite, disons libérale, conservatrice du MR, si ça existe. Et nous avons décidé, donc Jean-François, Alain et moi, de nous associer pour certaines conférences. Donc ce sont d'organisations conjointes, Cercle Paul Vendôme et moi-même. Je trouve ça d'ailleurs assez remarquable que nos deux amis français aient décidé de lancer ce cercle de réflexion et de conférences étant expatriés ici en Belgique sur des sujets tout à fait intéressants, et donc c'était pas la peine de faire venir les mêmes orateurs deux fois pour les mêmes conférences, raison pour laquelle ce soir vous avez été invités soit par le cercle, soit par moi-même. C'est une première et j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, je voulais simplement saluer la présence de son Excellence l'ambassadeur de Russie, qui est parmi nous, ainsi que celle de l'ambassadeur d'Irak. Je pense qu'on peut les applaudir. Voilà, merci messieurs les ambassadeurs pour votre présence. Et on va écouter notre oratrice. Je vous conseille d'acheter son livre à la fin de la conférence. C'est tout à fait passionnant. Comme Jean-François l'a dit, c'est un autre regard sur le président Poutine et la Russie que ce que vous avez l'habitude de lire dans les journaux, en particulier dans les journaux belges. Et pour conclure, je voudrais simplement dire que j'espère que très bientôt, les sanctions européennes contre la Russie, et de même que les sanctions russes contre l'Europe, pourront être levées. C'est aujourd'hui une absurdité totale d'avoir, de la part de l'Union européenne, d'imposer des sanctions à la Russie. La Russie fait partie de l'Europe. Nous avons besoin de la Russie dans toute une série de dossiers internationaux, que ce soit au Moyen-Orient, par rapport à la Chine, par rapport à la lutte contre l'islam radical. La Russie est un pays très important et un partenaire européen. Et politiquement, j'espère que ces sanctions seront bientôt levées. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Et je passe la parole à Alain. Bien, alors, ça marche pas. Voilà, là ça doit mieux marcher, j'espère que vous m'entendez. Donc nous sommes heureux ce soir à la fois de co-organiser cette intervention avec Alain Destex, qui a un apport significatif puisque cette salle est grande, c'est la plus grande salle que nous ayons réunie depuis la création du Cercle, et très heureux aussi d'accueillir Elena Perrou qui est le 12e ou 13e conférencier et la première conférencière du Cercle Paul Vendôme. Nous tendons vers la parité à petits pas, mais nous allons bientôt y parvenir. Alors, dans les toutes premières pages de son livre, Elena Perrou raconte une anecdote qui se déroule à Davos, au Forum économique de Davos, quelques semaines après l'élection de Vladimir Poutine. Et la délégation russe est interrogée par des participants à ce symposium qui dit « Mais who is Mr. Poutine ?» En fait, personne ne savait qui était Mr. Poutine.
et la délégation russe était un peu décontenancée. Alors je vais paraphraser Elena Perrou pour vous dire « Who is Mrs. Perrou ?» Alors, Mrs. Perrou, Elena, est l'aînée d'une famille de 4 enfants. Elle est née en Russie d'une maman russe. Donc c'est pour ça qu'elle dit que sa langue maternelle est les 2 fois de langue maternelle russe, enfin, parce que sa mère est russe et parce qu'elle a appris le russe lorsqu'elle était enfant. Elle a passé les 8 premières années de sa vie à Moscou. Puis, à l'issue d'une anecdote que je vais vous rapporter, qui ne figure pas dans le livre, mais qu'Elena m'a livrée, Elena était dans sa classe et l'instituteur a posé la question de savoir qui avait visité le mausolée de Lénine. Et toute la classe, à l'unanimité, moins une voix, a levé le bras pour dire qu'ils avaient visité le mausolée de Lénine. Et Elena n'avait pas visité le mausolée de Lénine. Donc lorsqu'elle a raconté ça à son père le soir en rentrant, son père a dit « Je pense qu'il est temps que nous partions ». Et ils sont rentrés en France. Son père, qui était professeur, qui était traducteur en Russie et professeur en France, a été nommé dans sa région d'origine, la région lyonnaise, mais il a été nommé à Vénissieux, aux Minguettes très précisément, au cœur du multiculturalisme à la française, comme on l'apprécie particulièrement. Donc, elle a fait ses débuts d'études secondaires dans cette région, puis ensuite son père a été nommé à Paris. Là, elle a donc pu faire ses études dans les plus brillants lycées, puisqu'elle était à Louis-le-Grand et à Henri IV, où elle a fait ses classes préparatoires. Et puis, pour être agréable à son futur mari qu'elle y a rencontré, elle lui a laissé gagner le concours d'entrée à l'école nationale, à l'école normale supérieure, et elle l'a laissé aller seule à l'école normale supérieure, ce qui ne l'a pas empêché ensuite de faire une agrègue d'allemand, ce qui est quand même déjà pas si mal. Voilà. Alors, elle a enseigné, elle aussi, dans les quartiers difficiles, à Mantes-la-Jolie notamment, là aussi au cœur du multiculturalisme français, pendant 2 ans, et puis ensuite elle est rentrée au cabinet de Jacques Chirac, où elle a été l'une des plumes de Jacques Chirac, plume de qualité, comme vous l'observerez en lisant son livre. Elle a été sa plume sur des sujets divers, culturels, religieux, et aussi tout spécialement sur la Russie, puisqu'elle avait une compétence toute particulière dans ce domaine. Alors, lors de son passage, je le signale parce que ça va sûrement vous intéresser, lors de son passage au cabinet de Chirac, elle a aussi joué un rôle important dans l'élaboration de la loi contre le voile à l'école, qui a été votée pendant sa présence au cabinet de Jacques Chirac. Et puis, à l'occasion de sa présence au cabinet de Jacques Chirac, elle a fait de très nombreuses fois la rencontre avec Vladimir Poutine, qu'elle a connu à cette occasion. Vladimir Poutine, d'ailleurs, la première fois qu'elle lui a été présentée par Jacques Chirac, qui était toujours très élogieux avec elle, il est souvent avec d'autres, mais aussi avec elle, et là, en ce qui la concerne, c'était mérité, a présenté comme russe, alors qu'elle est maintenant de nationalité française, Elena Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine lui a dit « C'est bien, il faut que les nôtres soient partout », ce qui était évidemment un clin d'œil et un trait d'humour qui surprend un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas Vladimir Poutine, mais lorsque vous aurez lu le livre d'Elena, vous comprendrez que l'humour n'est pas absent du tout de la personnalité de Vladimir Poutine. Alors, après être partie du cabinet de Jacques Chirac, après y avoir passé, je crois, 9 ans, elle a été nommée à Saint-Pétersbourg comme directrice du Centre culturel français de Saint-Pétersbourg. Là, elle a fait déménager, ce qui était symbolique, les bureaux de cette institution dans la maison de naissance, dans la maison natale de Sacha Guitry. Elle a multiplié par 3 là-bas le nombre de Français, enfin, le nombre de Russes apprenant le français. Et puis ensuite, elle est retournée en France, à Versailles, où elle a pris la direction de la délégation aux relations internationales de l'Académie de Versailles. Et donc, elle a ensuite créé sa propre société de conseil, qui existe toujours aujourd'hui. Je vous recommande de faire l'usage si vous voulez commercer ou faire des choses avec la Russie, une société de conseil qui assure les relations commerciales, mais aussi culturelles, et dans à peu près tous les domaines où elle est compétente, avec la Russie. Voilà. Alors, je vais maintenant, évidemment, lui laisser la parole pour qu'elle vous dise ce qu'il y a dans son livre et qu'elle vous dise un peu plus de ce qu'il y a dans son livre. Mais je vous conseille ensuite, bien entendu, de l'acheter, de vous le faire dédicacer. Elle va y passer une partie de sa soirée. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. À vous, Elena. Merci beaucoup.
Près du micro est fort. Bonsoir à tous. Alors, je suis très heureuse de vous voir si nombreux ce soir et très honorée d'être votre 12e ou 13e conférencier et votre première conférencière. Et j'espère en effet qu'il y en aura beaucoup d'autres dans ce beau cercle Paul Vendôme. Alors, je vais vous dire, si vous voulez bien, d'abord, pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce que je n'ai pas toujours rêvé d'écrire sur Vladimir Poutine, mais les circonstances qui m'ont amené à l'écrire sont importantes. Comment j'ai travaillé Alors, on ne peut pas faire le tour de Vladimir Poutine en une soirée, c'est presque plus difficile que de faire le tour du monde en 80 jours. Donc ce que je vous propose, c'est, après une incursion rapide dans quelques éléments de l'histoire russe avant l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, qui sont importants d'avoir à l'esprit pour comprendre pourquoi Poutine, de faire un focus sur 3 points particuliers sur lesquels il me semble qu'il y a un regard très divergent selon qu'on regarde ces points-là avec un œil français ou occidental au sens large ou un œil russe. Et la particularité que j'ai, effectivement, et Alain l'a gentiment rappelé, c'est que j'ai 2 yeux comme tout le monde, mais j'ai un œil russe et un œil français. Et donc, sans loucher, j'essaye de faire converger ces 2 regards sur des points précis qui permettent de comprendre, je crois, un peu mieux ce que souhaite faire, ou ce qu'a souhaité faire Vladimir Poutine ces dernières années. Et ces 3 points sont d'abord la Tchétchénie, et au-delà de la Tchétchénie, le dossier musulman en Russie, et le multiculturalisme, le caractère multiethnique, multiconfessionnel de la Russie. Le 2e point, le rapport entre Poutine et l'Occident. Et le 3e point, qui intrigue beaucoup nos amis occidentaux, c'est Poutine et le KGB. Et je terminerai par une invitation au voyage. Mais au préalable, permettez-moi de vous poser à vous 2 ou 3 petites questions pour que je puisse adapter mon propos à ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas de la Russie. Alors, à part monsieur l'ambassadeur de Russie, pouvez-vous me dire qui parmi vous est déjà allé en Russie ou en URSS ? Ah, vous êtes formidable. Formidable. Et alors, parmi ceux qui sont allés en URSS ou en Russie, qui parmi vous est allé ailleurs qu'à Saint-Pétersbourg ou Moscou ? Quand même, hein, vous avez... Formidable. Et y a-t-il des russophones dans la salle ? Formidable. Mais écoutez, vous avez un public choisi, ça j'en doute pas. Très bien. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre ? La question qui est Vladimir Poutine, je me la pose à moi-même. Depuis un moment, depuis ce jour en effet où je l'ai rencontré pour la première fois, c'était le premier voyage de M. Poutine en tant que président élu. Donc il a été nommé, si je puis dire, président le 31 décembre 1999 à midi précise, alors tout à fait conformément à la Constitution, le président Yeltsin étant démissionnaire, et la Constitution prévoyait que le Premier ministre faisait alors office de président intérimaire. Il a été élu le 26 mars, au premier tour, avec 52% des voix, et en octobre, il fait son premier voyage en Russie. Alors en France. Alain Lefebvre a rappelé effectivement cette première rencontre amusante que je raconte dans le livre. Alors ce que je ne raconte pas dans le livre, c'est que ces propos qui étaient évidemment un trait d'humour, il faut que les notes soient partout, mais ça n'a pas été traduit au président Chirac. Ça m'a un petit peu intrigué quand même, et donc je suis allée voir ensuite le directeur de cabinet en lui disant, écoutez, il s'appelait Bertrand Drieux, écoutez Bertrand, voilà ce que vient de me dire le président russe, maintenant je vous dis plus rien jusqu'à l'ouverture de mon compte en banque en Suisse. Alors je vais vous décevoir ou vous rassurer, mais il n'y a jamais eu de compte en banque en Suisse. Voilà. Ça c'est les circonstances de la première rencontre. Ensuite, en vivant je l'ai rencontré à plusieurs reprises, toujours dans un cadre professionnel, il n'y a rien de personnel, si je puis dire, entre nous. En vivant à Saint-Pétersbourg pendant ces 3 années, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont côtoyé Vladimir Poutine lorsqu'il était à la mairie de Saint-Pétersbourg. Les amis que nous avions à l'époque, donc mon mari dirigeait la mission économique, moi je dirigeais l'Institut français, nos amis pétersbourgeois n'étaient pas tous des poutinistes, voilà, pour dire les choses comme cela. Et la ville de Saint-Pétersbourg ne vote pas toujours très bien Poutine. Ça c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a un esprit libéral depuis toujours, enfin depuis le 19e siècle, depuis les décembristes
à Saint-Pétersbourg. Et ça m'intriguait pourquoi ces gens que nous connaissions bien avaient cette petite réserve. Mais en vivant à Saint-Pétersbourg, et donc Saint-Pétersbourg-Leningrad, pendant ces 3 ans, j'ai compris aussi, et très honnêtement, il faut comprendre, il faut aller à Saint-Pétersbourg pour comprendre Poutine. J'ai compris que cette ville, la littérature russe du 19e est pleine de ces personnages qui façonnent l'esprit russe. Il faut comprendre que les habitants de Saint-Pétersbourg ne sont pas les habitants d'une autre ville de Russie. Il y a un esprit de Saint-Pétersbourg, un esprit de Leningrad qui est important. On y reviendra tout à l'heure. Et puis en toute franchise, en lisant en français ce que je trouvais sur Poutine, je n'arrivais pas à trouver d'ouvrage, je ne vais pas dire honnête, parce que je pense que chacun écrit avec l'idée qu'il se fait de son honnêteté. Mais je lisais des ouvrages qui étaient très pro ou très anti, et je n'arrivais pas à trouver d'ouvrages qui donnent des clés de lecture et qui ne soient ni pro ni anti, mais qui permettent de comprendre certaines choses. Et l'ouvrage le plus complet que j'ai lu jusqu'à ce jour sur Vladimir Poutine est lié à une amitié qui est née à l'Élysée. Je pense que le nom de Jérôme Monod dira quelque chose à certains d'entre vous. Jérôme Monod, j'ai été très liée avec M. Monod jusqu'à la fin de sa vie. Jérôme Monod était président de Suez, c'était un ami et conseiller très proche de M. Chirac. Nos routes se sont croisées lorsqu'il est arrivé à l'Élysée en 2000, donc 2 ans avant la réélection de M. Chirac en 2002. Et Jérôme Monod était très intéressé par la Russie, il avait fait plusieurs voyages en Russie, il était très intrigué par la personne de Vladimir Poutine. Et la dernière fois que nous avons déjeuné ensemble, il m'a offert un livre, Mr. Putin, Operative in the Kremlin. Il m'a dit, Elena, lisez ce livre, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Alors un livre de 520 pages, je n'ai pas voulu regarder qui étaient les auteurs pour ne pas être influencée par ce que j'apprendrais des auteurs, et j'ai voulu le lire vraiment avec un œil neuf. Un livre très, très fouillé, écrit par des gens qui connaissent la langue russe, mais un élément m'a sauté à la figure, l'Europe n'était vue que par le prisme allemand. La France n'existait pas, l'Italie n'existait pas. Le seul nom français qu'on trouve dans ces 520 pages, c'est celui d'Hélène Carrère d'Ancos. Le nom de Jacques Chirac n'y figure même pas. Et moi qui avais été témoin aux premières loges de l'amitié, de la relation forte et de l'amitié ensuite, qui s'est poursuivie après le départ de M. Chirac de l'Élysée, de cette relation Poutine-Chirac, ça m'a semblé très injuste que l'Europe ne soit vue que par le prisme de l'Allemagne. Et donc, ce livre est aussi une réponse à M. Monod, mais malheureusement, elle n'est qu'écrite. Voilà. Pourquoi ce livre? Alors, pour ce livre, je n'ai pas souhaité rencontrer M. Poutine, je n'ai pas demandé à le rencontrer parce que je voulais garder une totale distance, si vous voulez, par rapport au président russe. Quand vous rencontrez la personne sur qui vous écrivez, vous êtes son obligé et vous comprenez que c'est plus difficile. En revanche, j'avais des questions très personnelles à poser et j'ai rencontré des très proches du président, dont, je peux le dire, M. Peskov, le porte-parole du président, qui m'a très gentiment reçu au mois de novembre, qui a répondu à toutes mes questions avec une très grande franchise. Alors, une incursion rapide dans l'histoire russe pour comprendre très rapidement quelques éléments clés de cette histoire que nous n'avons pas toujours à l'esprit. La Russie a une histoire millénaire. On fait commencer l'histoire russe en 859-862 avec Rurik, le viking de l'Est, qui fonde la première dynastie. Mais entre les tout début de l'embryon d'État russe jusqu'à Vladimir Poutine, il y a eu très rapidement 2 dynasties seulement, les Rurikides et les Romanov, la parenthèse communiste de 70 ans, et, bon, on peut dire 2 présidents et demi si on fait un sort particulier à la présidence Medvedev entre 2008 et 2012. C'est-à-dire que la Russie présente d'abord ce paradoxe d'être une histoire millénaire, mais une démocratie extrêmement jeune. Dites-vous bien que la première élection d'un président au suffrage universel en Russie
date seulement de 1991. Et l'élection qui aura lieu là, le 18 mars, n'est que la 7e élection d'un président au suffrage universel. Cet élément, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Le deuxième élément, très important et qui est mal connu en Occident, c'est justement très lié à la ville natale de Vladimir Poutine, qui s'est appelée Saint-Pétersbourg, puis Petrograd, puis Leningrad, puis de nouveau Saint-Pétersbourg. Nous, occidentaux, quand on entend Leningrad, on entend Lénine, forcément. Effectivement, cette ville a porté le nom de Lénine après la mort de Lénine, en hommage à Lénine. Moi, je me souviens d'une réflexion de quelqu'un qui est devenu ministre de la Culture ensuite en France, qui est la personne qui m'a recrutée à l'Élysée en réalité, qui était Christine Albanel. Lorsqu'elle a pris ma nomination à Saint-Pétersbourg, elle dit « C'est formidable, Elena, vous allez aller dans un endroit où le communisme n'a pas existé. » C'est-à-dire où le communisme a laissé le moins de traces possible. Et c'est vrai que Saint-Pétersbourg, c'est, pour ceux d'entre vous qui connaissez, on est de retour dans la Russie tsariste à certains égards. Mais ça, c'est un regard vraiment occidental. Quand on est à Saint-Pétersbourg, on est aussi à Leningrad. Et à Leningrad, alors cet épisode très important que les Occidentaux ne connaissent pas bien, c'est celui du blocus. Alors le blocus de Leningrad, c'est un épisode particulièrement dramatique de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que les Russes appellent cette guerre la Grande Guerre patriotique. Elle a duré moins longtemps que chez nous, puisqu'il y a eu le pacte germano-soviétique. Elle a commencé en 1941, elle s'est terminée en 1945. Entre 1941 et 1945, il y a eu un peu moins de 30 millions de morts. Imaginez le prix payé par les Russes à la victoire contre le nazisme. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas un élément qu'on a toujours à l'esprit. Nous, occidentaux, français, belges, on pense toujours aux Américains, au débarquement des Alliés, mais les Russes ont payé un prix extrêmement fort. Et au sein dans les batailles russes, il y a eu Stalingrad qu'on connaît un peu, assez bien en Occident, mais on connaît très peu le blocus. Le blocus, ça a été 900 jours, entre 1941 et 1944, 872 exactement, épouvantable, de froid, de famine. Les Allemands qui étaient juste, pour ceux qui connaissent Tsarskoye Selo, donc le palais Catherine, et Pulkovo, qui est l'aéroport sur lequel on atterrit, les Allemands se trouvaient là, ils tiraient sur Saint-Pétersbourg. Et la ville comptait 2,5 millions d'habitants avant le blocus, 600 000 habitants après le blocus. Une population divisée par 4. Un courage et un héroïsme que vous n'imaginez pas de la part des habitants qui ont réussi à survivre à ce blocus. Et pourquoi c'est important pour Poutine? Parce que Poutine a un lien très direct avec ce blocus. Il est né en 1952, donc il n'a pas connu le blocus. En revanche, ses parents, son père comme sa mère, sont des survivants du blocus. Et je raconte dans le livre la manière dont Poutine lui-même, pour la première fois, a pris la plume en avril 2015, donc très récemment finalement, pour raconter dans un journal pour adolescents ses souvenirs de ce que lui ont raconté ses parents du blocus. Je ne vous dirai qu'une chose, son père est parti, son père faisait des actions on appelle ça de sabotage en français. Ils sont partis un bataillon de 32 personnes, 4 seulement sont revenus, et lui a dû la vie sauve au fait de s'être caché dans des eaux de marais et de respirer pendant des heures avec un roseau. Voilà qui était le père de Poutine. Donc le blocus, c'est très important d'avoir à l'esprit cet épisode particulièrement tragique. Et puis le dernier élément, dernière incursion dans l'histoire russe, ce sont les années 90. Alors les années 90, pour nous autres occidentaux, c'est la marche triomphale de la Russie vers la liberté, les droits de l'homme, l'économie de marché, des choses extrêmement positives, naturellement. Mais les Russes ont vécu les années 90 différemment. Les Russes ont vu apparaître les tickets de rationnement en pleine Europe. Ils ont vu une inflation à 3 chiffres, à 4 même en 92. 2500% d'inflation en 1992. Imaginez-vous, nous, on a une inflation à 1 chiffre depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'une inflation à 3-4 chiffres quand les salaires n'étaient pas payés? J'ai une amie qui était professeure de mathématiques à Oufa. Elle était payée à ce moment-là en rondin de bois pour se chauffer. Et
il y a une blague qui courait dans ces années, puisque les Russes ont beaucoup d'humour, heureusement, pour faire face à toutes ces difficultés. Une blague qui courait à ce moment-là, qui est l'économiste, le meilleur économiste marxiste de tous les temps. C'est pas Marx, c'est pas Lénine, c'est Egor Gaïdar. Egor Gaïdar, il était ministre de Boris Yeltsin et c'était le père de ce qu'on a appelé la thérapie de choc. C'est-à-dire il fallait faire passer rapidement une économie socialiste soviétique à l'économie de marché. Et pourquoi c'était le meilleur? Parce qu'il a dégoûté définitivement les Russes du capitalisme. Il a fait mieux que Marx et Lénine réunis. Donc les Russes ont vu de la thérapie de choc, ils ont vu le choc, mais ils n'ont pas vraiment vu la thérapie. Et donc quand Poutine arrive le 31 décembre 1999, un homme jeune, sportif, c'est l'anti-Yeltsin. Alors Yeltsin il ne faut pas le voir seulement en négatif, il a fait des choses, ça a été le premier à démissionner du Parti communiste, il a essayé de réconcilier, il a commencé à réconcilier les Russes avec leur histoire. Mais le 31 décembre 1999, il y a cette scène qui est étonnante lorsqu'il présente ses vœux aux Russes et qu'il prend congé. Il s'excuse pendant de longues minutes de ce qu'il n'a pas réussi à faire, tout ce qu'il aurait aimé faire pour son peuple. Et il le dit avec une grande affection. Il parle à ses compatriotes, il leur dit « Maï Daragi, mes chers ». On n'imagine pas, alors je ne sais pas en Belgique où vous avez un roi, mais on n'imagine pas un président français prendre congé de ses compatriotes en leur disant « Maï Daragi ». Et donc quand Poutine arrive, Poutine, je ne dis pas qu'il va se présenter comme l'anti-Yeltsin, mais de fait, il aura cette image, et il l'a de plus en plus, d'anti-Yeltsin, d'un homme qui va essayer de reconstruire ce qui s'est déconstruit depuis Gorbatchev et Yeltsin. Donc voilà cette incursion très rapide de ce qui s'est passé entre 1859 et le 31 décembre 1999. Alors quand Poutine arrive au pouvoir, donc le premier dossier dont il va s'occuper, c'est la Tchétchénie. Donc je vous ai dit, la Tchétchénie, c'est le premier point, je crois, sur lequel on a un regard assez divergent selon qu'on regarde les choses de l'Est ou de l'Ouest. Lorsque Poutine devient président, la Tchétchénie, enfin la Russie est en guerre. Les opérations militaires en Tchétchénie, la deuxième guerre de Tchétchénie a commencé le 1er octobre 1999. Le premier geste symbolique de Yeltsin, le soir même du 31 décembre 1999, va être pour la Tchétchénie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être au théâtre du Bolchoï, comme parfois le président s'y trouve le 31 décembre 1999, dans le plus grand secret, il part avec le directeur du FSB, avec sa femme, avec le ministre de la Communication, en Tchétchénie. Il emmène les mères des soldats qui se battent en Tchétchénie pour réunir les enfants, les mères et leurs fils ce soir-là. Il part aussi avec des musiciens connus qui chantent sans se faire payer ce soir-là pour les soldats. Donc son geste est évidemment pour les soldats qui se battent, mais aussi pour le peuple tchétchène, et ça on l'oublie très souvent, parce que il voulait marquer, il voulait par ce geste symbolique dire au peuple tchétchène qu'il ne devait plus avoir peur de l'incursion des terroristes. Et si vous permettez, pour ne pas trahir ses propos, je vais vous dire ce qu'il écrit dans la première, c'est pas vraiment une autobiographie, mais le premier ouvrage dans lequel il s'exprime est paru en mars 2000, et c'est une réponse de Poutine à 3 journalistes qu'il interviewe. Donc voilà ce qu'il dit en mars 2000. Quelle est la réalité de la situation dans le Nord-Caucase et en Tchétchénie? C'est la continuation de l'effondrement, il dit Raspat en russe, de l'URSS. Il est clair que cela doit cesser. Oui, à un moment j'ai espéré qu'avec la croissance économique et le développement d'institutions démocratiques, ce processus allait ralentir, mais la vie et l'expérience ont montré que ce n'était pas arrivé. Si nous n'entreprenions pas rapidement quelque chose pour y mettre un terme, la Russie en tant qu'État, dans sa forme actuelle, allait disparaître. L'enjeu, c'était comment arrêter la désintégration, il dit Razval, de l'État.
J'avais conscience que cela pouvait me coûter ma carrière politique. C'était un coût minime que j'étais prêt à payer. Je n'avais que quelques mois pour consolider les forces armées, le ministère de l'Intérieur, le FSB, et trouver un soutien populaire. J'étais conscient que si nous n'arrêtions pas tout de suite les extrémistes, alors en un rien de temps, nous aurions eu à faire face à une deuxième Yougoslavie à travers tout le territoire de la Fédération de Russie, la yougoslavisation de la Russie. Et c'est ça qu'il voulait absolument éviter lorsqu'il arrive au pouvoir. Derrière la Tchétchénie, il y a la question évidemment musulmane, parce que ce n'est un secret pour personne, la population russe est pour partie musulmane. Vous avez 15% aujourd'hui de la population russe qui est musulmane, dans des territoires qui sont pour certains musulmans depuis les débuts de l'islam. Les Russes ont une habitude c'est même pas de la cohabitation, c'est pas en ces termes que ça se pose, de vie simplement dans un état multiethnique et multiconfessionnel depuis toujours. C'est pas une vision qu'on a toujours très exacte depuis l'Europe. Quand vous pensez par exemple au batelier de la Volga, quand vous pensez à la Volga, vous pensez au batelier de la Volga, ce tableau magnifique qui se trouve au musée russe de Saint-Pétersbourg, vous pensez à des croisières sur la Volga. Vous ne pensez pas toujours au fait qu'au bord de la Volga, vous avez une très grande ville qui est Kazan. Kazan, c'est la capitale du Tatarstan. Le Tatarstan est pour partie une république musulmane. Et Kazan est un exemple magnifique de vie parfaitement harmonieuse entre des confessions tout à fait différentes, et en particulier entre l'orthodoxie et l'islam. Ce qui est très intéressant, c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant sur ce livre, c'est qu'un opposant célèbre et notoire à Vladimir Poutine, qui est l'ancien président de Youkos, Mikhail Khodorkovsky. Son nom vous dira quelque chose. C'est un homme qui a passé 10 ans, j'allais dire au frais, en Sibérie, entre 2003 et 2013. Sur la question de la Tchétchénie, il a exactement la même lecture que Poutine. Vous avez des vidéos de lui, alors malheureusement elles ne sont qu'en russe, donc pas très accessible à un public non russophone, où il dit « Poutine a très bien fait en 99 de choisir la guerre plutôt que le séparatisme. Et si j'avais été à sa place, j'aurais fait exactement pareil. Pourquoi ? Parce que si nous ne le faisions pas, à moyen terme, c'était la garantie de dizaines de millions de morts. » Et qu'est-ce qu'il entendait par là ? Il entendait évidemment un embrasement de cette région sous l'effet du terrorisme islamiste. Alors quand Poutine, depuis toujours, parle d'action contre les terroristes, vous vous souvenez de cette phrase un peu rude, « J'irai buter les terroristes jusque dans les chiottes », pardon, citation, j'enlève les guillemets, enfin je mets entre guillemets, il a toujours considéré que l'affaire tchétchène, c'était une infiltration d'islamistes en Tchétchénie. Et quand vous regardez, avec le recul qui est le nôtre aujourd'hui, l'évolution de l'islamisme dans une région qui est voisine de la Tchétchénie, quand vous relisez des tribunes, une tribune en particulier que Poutine a signée dans le New York Times en novembre 1999, où il souhaite expliquer aux Américains pourquoi il engage la force armée en tant que Premier ministre à l'époque en Tchétchénie, il intitule cette tribune « Why we must act ». Et il dit « J'ai besoin de vous expliquer à vous, peuple américain, pourquoi nous avons besoin de combattre les terroristes islamistes ». Et il parle dans cette tribune, si ma mémoire est bonne, des États-Unis de l'islam. Les États-Unis de l'islam, c'est le califat, c'est Daesh, c'est tout ce qui a suivi ensuite. Et donc, si vous voulez, quand vous relisez son analyse avec les yeux d'aujourd'hui, avec la connaissance que nous avons aujourd'hui de cette histoire, on la lit autrement que ce qu'on a pu entendre et lire dans la presse occidentale sur le dossier tchétchène. Il y a eu des abominations de part et d'autre, on ne fait pas la guerre en gants blancs, mais le dossier de la Tchétchénie est important. Il est important de le voir avec un regard russe aussi pour le comprendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, si vous voulez bien, Poutine et l'Occident. Parce que là, vous avez parlé des sanctions occidentales contre la Russie. Là, on a un magnifique malentendu sur un rendez-vous raté.
Poutine est un homme occidental. Poutine est sans doute même le président russe le plus occidental que la Russie ait eu depuis longtemps, et même depuis toujours, si on met à part évidemment la famille impériale et les Romanov qui étaient une mini-Europe en eux-mêmes. Aucun des dirigeants soviétiques, et pas plus Yeltsin que Medvedev, n'avait la connaissance intime que Poutine avait de l'Europe. Alors l'Europe, qui commence à l'est, nous sommes bien d'accord, des frontières de l'URSS ou de la Russie. Poutine est d'abord le seul chef d'État qui, avant d'être chef d'État, a vécu dans un pays européen, puisqu'il a passé, comme vous le savez sans doute, 5 ans à Dresde, au service du KGB, mais enfin il a vécu 5 ans la vie qu'on vivait en Allemagne. C'était la RDA, mais c'était l'Ouest par rapport c'était l'Europe et c'était l'Ouest par rapport à l'URSS. Par ailleurs, c'est un homme qui parle parfaitement l'allemand, qui continue à très bien le parler aujourd'hui évidemment, et puis sans trop dévoiler ce qu'il cache lui-même de sa famille, il est très probable qu'il ait un gendre et des petits-enfants probablement hollandais. Donc, si vous voulez, il a un lien personnel et familial avec l'Europe. Il a résumé la dernière conférence de Valdai ce malentendu avec l'Europe qui remonte au fond à la chute du mur de Berlin. Il dit « Nous, Russes, nous vous avons fait confiance, à vous, Occidentaux. La chute du mur de Berlin s'est faite avec notre accord. Vous avez pris cette confiance pour de la faiblesse. Et vous en avez abusé. Voilà sans doute l'erreur de jugement que nous avons faite. Pour comprendre quelle est cette faiblesse et quel est l'abus, eh bien, il faut se souvenir de ce qu'étaient les tout débuts de la Fédération de Russie. En 91, le pacte de Varsovie, qui était donc l'alliance militaire du bloc soviétique, se dissout, 1er juillet 91. L'OTAN ne s'est pas dissous. Quand Poutine, qui a un sens de l'humour effectivement important, mais là c'était pas un trait d'humour, a évoqué la possibilité que la Russie puisse adhérer à l'OTAN, il n'a pas reçu une réponse, et l'OTAN n'a cessé de s'élargir à l'Est, et l'OTAN est aujourd'hui aux frontières de la Russie. Donc si vous voulez que Poutine et les Russes sentent cet effet d'encerclement, ça n'est pas une vue de l'esprit. Il faut essayer de regarder les choses depuis la terre russe. Et quand vous regardez la géographie russe et que vous regardez où se trouvent les troupes de l'OTAN, vous avez plusieurs pays frontaliers qui sont aujourd'hui membres de l'OTAN et voisins immédiats de la Russie. Et le paroxysme de cette confrontation, ça a été évidemment en 2014 les événements de Crimée. Et je dis, alors je suis invitée dans les médias depuis quelques semaines, et je dis, mais je dis parce que je le crois profondément, que Poutine, je crois, est en train de devenir l'homme d'une date, comme nous avons en France l'homme d'une date. Nous, en France, notre homme d'une date, c'est le général de Gaulle, c'est l'homme du 18 juin 1940, que le général de Gaulle, ce jour-là, a dit non à la défaite française. Poutine, le 18 mars 2014, il a dit non à quoi? Il a dit non à la guerre sournoise que mène l'OTAN à la Russie. En organisant le référendum sur la Crimée, en obtenant une participation d'abord importante, 82%, ensuite un oui massif, 96% à l'adhésion à la Russie, et on dit annexant ou en rattachant, selon le regard qu'on porte sur les événements, la Crimée à la Russie, eh bien il a dit non à cette guerre qui en plus ne dit pas son nom, non déclaré de l'OTAN à la Russie. Et il n'y a pas eu de sondage, il n'y a pas eu de référendum en Russie sur les Russes étaient-ils pour accueillir la Crimée en leur sein. Il y a eu des sondages qui allaient à peu près dans le même sens, à 92% je crois de oui. Mais
ce que je vous conseille, pour les russophones parmi vous, et puis pour les non-russophones, vous pouvez trouver ça sur le site, vous pouvez trouver des traductions en anglais de son discours le 18 mars. Le moment le plus applaudi du discours, du 18 mars 2014, le rattachement de la Crimée, ou annexion de la Crimée, c'est le moment où il dit que la Crimée ne sera jamais la Crimée de Bandera. Alors Bandera, c'est pas un homme spontanément connu par les Occidentaux. Stepan Bandera était un compagnon de route de Hitler. C'était un nationaliste ukrainien, d'origine polonaise, je crois, qui est aujourd'hui la figure de référence des nationalistes ukrainiens de Maïdan, des partis d'extrême droite, et notamment de Svoboda. Alors, si vous voulez, quand Poutine a vu que les Européens, les Américains, les Canadiens se précipitaient à Maïdan en 2014 et avaient pour interlocuteurs, parmi les interlocuteurs, avaient des gens qui se réclamaient ouvertement de Bandera, quand vous pensez à quel point, pour un homme comme Poutine, pour la génération de Poutine, le sacrifice des Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale a été important, vous comprenez qu'il ne pouvait accepter le cours pris par les choses en Ukraine. Et s'agissant de la Crimée en particulier, il y a un attachement sentimental et puis des raisons parfaitement stratégiques pour lesquelles la Crimée est russe, vue par les Russes. Les raisons sentimentales, c'est que, pour ceux d'entre vous qui connaissez la Corse et la Côte d'Azur, la Crimée est pour les Russes ce que la Corse et la Côte d'Azur réunies sont pour les Français. Bon, la Corse est française depuis Louis XV, la Crimée est russe depuis Catherine II, à peu près la même époque. Mais enfin, la Corse reste une île, et la Crimée, il y avait une continuité territoriale avec la Fédération de Russie. Aujourd'hui, il n'y a plus de continuité territoriale, mais comme vous le savez peut-être, il y a un pont immense qui est en train d'être construit, à la fois pour les voitures et pour les trains. Tout au long du XIXe siècle, la famille impériale, les grandes familles russes ont construit des palais. Quand vous imaginez, vous trouvez qu'il fait froid aujourd'hui à Bruxelles, quand vous connaissez le climat russe, vous comprenez que pour les Russes, depuis le XIXe siècle, aller en Crimée, c'est aller dans un paradis au bord de la mer Noire. Et aussi bien donc au XIXe qu'à la période soviétique, où la Crimée s'est couverte de sanatoriums, et c'était un mode de vacances très prisé par les Russes à cette période soviétique. La Crimée, c'est une petite patrie très chère au cœur des Russes. Et puis, il y a une vie intellectuelle très importante qui s'est développée au XIXe siècle, au moment du siècle d'argent, enfin, fin 19e, début 20e, tous les grands écrivains russes étaient liés à la Crimée. Donc il y a un attachement sentimental très fort. Et puis il y a un camp particulier, un camp de jeunes, qui est important pour les Russes, qui s'appelle Artek. Alors, à l'époque soviétique, les meilleurs écoliers russes étaient envoyés en récompense dans ce camp. C'était évidemment gratuit pour eux. C'était un espèce de summer camp, mais à la russe, avec des programmes formidables. Moi, dans ma famille, plusieurs personnes sont allées là-bas et on garde des souvenirs merveilleux. C'était en plus un endroit où on pouvait accueillir des étrangers, ce qui était rare à l'époque soviétique. Et un des premiers gestes de Poutine quand la Crimée est redevenue russe, c'est d'aller remettre de l'argent dans Artek et de lui redonner des couleurs. Et puis il y a des raisons parfaitement stratégiques qui n'ont rien de sentimental pour le coup. C'est évidemment Sébastopol. Et Sébastopol, c'est le port russe sur la mer Noire. Le seul port russe sur la mer Noire, c'est... le père de Poutine a servi dans la marine à Sébastopol. Sébastopol, c'est le symbole de la gloire militaire russe. Et Poutine ne pouvait pas imaginer que des Marines se trouvent un jour à Sébastopol. Donc voilà le très grand malentendu sur ce rendez-vous raté entre l'Occident et la Russie, avec un Poutine, encore une fois, qui était au départ vraiment très occidental et très ouvert à des relations de confiance avec l'Occident. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est un autre malentendu, c'est Poutine et son engagement au KGB. Alors, d'abord, le KGB, il faut que je vous dise ce que ça veut dire en russe. KGB, c'est Комитет государственной безопасности. Le B de KGB, c'est le mot russe pour dire sécurité.
Et il faut là, encore une fois, refaire une petite incursion dans la langue russe. Le mot russe pour dire sécurité se dit en réalité absence de danger. Безопасность, c'est l'absence de danger. Donc vous imaginez ce que ça veut dire pour des Russes qui formulent le concept de sécurité comme le négatif du danger. Ça veut dire que le danger est toujours premier, et ça veut dire que les Russes doivent être aux aguets. Et ça, c'est le souvenir des Mongols, c'est le souvenir de nous autres napoléoniens. Les armées napoléoniennes sont entrées quand même loin dans le territoire. C'est le souvenir évidemment de l'invasion nazie. Donc la sécurité, c'est l'absence de danger. À l'époque où Poutine entre au KGB, le KGB n'a vraiment plus rien à voir avec ce à quoi on l'associe en Occident, à savoir la période noire de la répression stalinienne. Et moi, une chose qui m'a beaucoup frappée en travaillant sur le livre, c'est la rencontre Solzhenitsyn-Poutine. Et la manière dont Alexandre Solzhenitsyn, a jugé l'action de Poutine. Il y a une interview très intéressante, j'en cite plusieurs extraits dans le livre, une interview de 2007 que Solzhenitsyn a donnée au journal allemand Spiegel. C'est sa dernière grande interview avant de mourir, comme vous savez, il est mort en 2008. Et Solzhenitsyn avait le plus grand respect de l'action entreprise par Vladimir Poutine. Il dit, c'est un homme qui a hérité d'un pays à genoux. Il a essayé lentement de le relever et les gens n'ont pas tout de suite compris son action. Solzhenitsyn, vous le savez, a payé très cher sa défense de la liberté d'expression. Il a passé des années au goulag, il a ensuite été exilé pendant des années aux États-Unis. Lorsqu'il est rentré, d'ailleurs, Boris Yeltsin voulait lui remettre une décoration. Il a refusé de la recevoir des mains de Boris Yeltsin et il a accepté, avec reconnaissance, de la recevoir des mains de Poutine. Eh bien, Solzhenitsyn lui-même dit qu'il ne faut absolument pas penser que Poutine puisse avoir honte de son passé au KGB. Il dit, quand on pense que les Américains sont fiers de la CIA, le I de CIA, ça veut dire intelligence. Les hommes du KGB de la génération de Poutine, ce sont des patriotes, et des patriotes attachés à la défense de l'État russe et de leur pays. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'engagement de Poutine au KGB. Et j'ai retrouvé pour le livre une citation d'un grand général du KGB qui explique que dans les années 90, au moment où tout s'écroulait dans le pays, les seuls qui avaient une colonne vertébrale, c'était les gens du KGB. Les gens d'État étaient les gens du KGB. Et je voudrais terminer cette intervention par deux invitations au voyage. Le premier voyage, pour comprendre le KGB, c'est un voyage que je vous invite à faire depuis votre canapé. Il y a un film qui est, je crois, capital pour essayer de comprendre Poutine, la génération de Poutine et l'engagement au KGB de gens comme Poutine. Ce film, vous le trouvez très facilement sur Internet. Il suffit de taper le nom que je vais vous dire. Ça s'appelle 17 moments du printemps. Alors, 17 moments du printemps, ça n'est pas du tout des cerisiers japonais en fleurs, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. 17 moments du printemps, ce sont 17 jours à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce film, je ne vous en dis pas plus, mais ce film, c'est un film culte pour les Russes, avec une musique sublime. C'est très addictif parce qu'il y a 12 épisodes. Donc, et il date de 73. Donc vous voyez, les épisodes, les séries américaines, en fait, se sont peut-être inspirées de certaines séries russes. Et celle-là, quand elle a été diffusée la première fois en Russie, en 73, moi, ma famille me dit, il n'y avait pas un chat dans les rues de Moscou. C'est vraiment un film culte pour les Russes. Et il faut comprendre que le personnage principal, le fameux Stirlitz, est incarné par quelqu'un qui était un des plus grands acteurs de son temps. Un homme, mesdames, c'est Alain Delon et Belmondo réunis, mais avec une classe russe, et une classe russe tellement
tellement romantique que cet homme, ce même acteur, 6 ans auparavant, avait incarné le prince André dans Guerre et paix de Bondarchuk. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais découvrez 17 moments du printemps et il est sous-titré en français et vous comprendrez beaucoup de choses. Et puis la dernière invitation au voyage, eh bien écoutez, pour ceux qui connaissent la Russie, retournez-y. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, allez-y. Alors dans la salle, il y a quelques personnes avec qui nous étions l'année dernière, le 10 février, à Saint-Pétersbourg. Alors très honnêtement, moi, la manifestation la plus belle à laquelle j'ai assisté en étant en poste à Saint-Pétersbourg, c'est justement le 10 février que ça se passe. Alors le 10 février à Saint-Pétersbourg, il fait froid. Le 10 février, c'est la mort de celui qu'on considère comme le plus grand poète russe, Pouchkine. Et je crois savoir d'ailleurs que les derniers descendants de Pouchkine vivent à Bruxelles. Pouchkine, malheureusement, a été tué par un Français, tué en duel, provoqué par ce Français. Ce Français avait été injurieux à l'égard de la femme de Pouchkine et Pouchkine n'avait pas d'autre choix que de défendre l'honneur de sa femme. Malheureusement, il était meilleur écrivain que tireur de pistolet et il est mort au bout de 2 jours d'agonie. Et ce qui est magnifique, c'est que plus de 200 ans après, il est mort en 1837, des Russes se réunissent dans ce qui fut sa dernière demeure. Le 10 février à 14h, il y a des poèmes de Pouchkine qui sont dits par des gens qui souhaitent les dire. Il y a quelques officiels qui viennent, mais c'est surtout une manifestation spontanée, des gens de tous les âges qui apportent des fleurs, des bougies. Et c'est une très très belle cérémonie. Et une dernière chose sur laquelle je voudrais terminer, les JO viennent de se clore en Corée du Sud. Au moment où on a annoncé que la Russie ne participerait pas officiellement aux Jeux Olympiques, c'était début décembre, il y a une autre information qui est passée peut-être un peu inaperçue dans les médias. Il y a eu un classement international sur l'apprentissage de la lecture chez les jeunes enfants de 9-10 ans. Alors la France est 34e, je crois, c'est dramatique pour une nation qui se targue d'avoir de si beaux écrivains et une si grande littérature. Devinez qui est le premier dans ce classement? La Russie. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Elena pour cet exposé brillant. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans votre livre, moi qui l'ai lu de la première à la dernière ligne. Donc c'est bien, mais maintenant je vous invite aussi à lire ce livre qui est vraiment très intéressant et qui est une documentation permanente sur l'esprit russe et qui est très intéressante pour nous occidentaux. Alors je vous invite, si vous le souhaitez, à poser des questions. Comme vous êtes très nombreux, si possible des questions brèves, concises, à laquelle on va demander également à Elena Perrault de faire des réponses brèves et concises. Voilà. Alors, ça sera peut-être une question sulfureuse, mais je voudrais que vous nous disiez 2 mots sur les rapports de Poutine avec les oligarques, et plus généralement avec l'économie que représentent ces personnes-là. Et vous voulez vraiment une question brève? Ça va être difficile. Alors, la question était brève, la réponse. Oui, enfin, je veux dire, une réponse brève, ça, c'est pas possible. Lorsque Poutine arrive au pouvoir, il n'est pas seul au pouvoir. Il y a des oligarques au pouvoir. Et notamment 2 oligarques qui ont beaucoup investi dans les médias, Berezovsky et Gusinski. Il réunit les 21 plus grands oligarques le 28 juillet 2000 au Kremlin, une réunion prévue de longue date, comme il leur dit devant les caméras. Il leur dit, il fixe les règles du jeu. L'argent que vous avez investi à l'extérieur du pays, vous le rapatriez et vous ne vous occupez pas de politique. Il n'y a jamais eu de loi d'amnistie sur disons, les constitutions très rapides de fortune dans les années 90 de la part de ces gens-là. Il y a une vidéo qui circule sur Internet que vous pouvez regarder, qui a beaucoup fait pour la popularité de Poutine aussi, lorsqu'il était Premier ministre.
où il efface justement un oligarque, Deripaska, qui se trouve être en plus, je ne vais pas vous dire comment, parce que les liens sont un peu compliqués, mais enfin, il se trouve être allié à la famille de Yeltsin. Deripaska était propriétaire d'une usine à côté de Saint-Pétersbourg. Les salaires n'étaient plus payés pendant plusieurs semaines. Les ouvriers, alors, là-bas on ne fait pas grève en Russie, mais enfin commençaient à trouver que c'était un peu compliqué. Et, Poutine vient dans l'usine, réunit tout le monde et dit vous mettez au travail et vous signez le papier que vous n'avez pas signé depuis des semaines. Tout ça devant les caméras. Et Deripaska, qui n'avait pas signé son papier, lui dit, et vous, Deripaska, vous avez signé, je ne vois pas votre signature en bas du papier. Il lui donne son stylo, Deripaska signe, et puis il repart avec le stylo. Poutine lui dit, n'oubliez pas de me rendre le stylo. Bon, regardez cette vidéo, Deripaska, Poutine 2008. Vous l'avez vu. Voilà. Mais il faudrait être beaucoup plus long pour répondre plus... Mais il y a dans le livre. Voilà. Mais voilà, il y a une partie des réponses dans le livre. Ouais. Ça, c'est vrai. Non, c'est une question compliquée, je ne l'élude pas. Voilà. Bonjour, vous dressez un portrait assez magnifique de Poutine au travers de 3 prismes. Et quand on vous écoute, on se dit, on comprend pourquoi il va être élu à nouveau dans un mois, et assez triomphalement. Ce qu'on comprend moins, c'est son rapport à la liberté, et notamment à la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté d'opposition. Et j'aurais aimé vous entendre sur ce sujet. Bien sûr. Alors, bon, il y a tout un chapitre consacré aux opposants, qui est assez important. Pour dire les choses rapidement, Poutine dit publiquement, il n'y a pas d'autre voie pour la liberté, pour la Russie, pardon, qu'une voie démocratique où chacun puisse librement s'épanouir. Parce qu'en s'épanouissant librement, il construit son bien propre, le bien de ses proches et le bien de sa famille. Poutine a toujours ce patriotisme en ligne de... enfin, c'est sa ligne de conduite de A à Z. Et d'ailleurs, le mot de patrie, il faut le savoir, prend une majuscule en russe, quand le mot État s'écrit avec une minuscule. C'est une subtilité, j'explique ça dans le livre, mais c'est important de le savoir. Donc, vous me fournissez, je fais une réponse rapide, hein, mais vous me fournissez une belle occasion de rappeler quelque chose. Il se trouve que par le biais des moyens modernes d'information, je suis ce soir avec vous, mais je suis aussi ce soir à la télévision française. Et pour un débat enregistré il y a quelques jours, on nous avait demandé de visionner une vidéo, la prise de pouvoir par Poutine. Le titre déjà est un peu curieux. On entend Staline, on entend Hitler peut-être, mais pas Poutine, par prise de pouvoir. À la toute fin, on a une question d'un journaliste rapportant les propos de Berezovski, justement, qui dit Berezovski dit partout que dans quelques mois, vous ne serez plus à votre poste, qui fait tout pour que vous ne soyez plus à votre poste. Et Poutine répond par Berezovski, c'est qui? Le documentaire, malheureusement, s'arrête là. Le documentaire montré à la télévision française ce soir. Mais en ayant travaillé sur le sujet, moi je connais un certain nombre des interviews de Poutine, mais je les connais dans leur intégralité. Et la réponse de Poutine ne s'arrête pas du tout là. Il répond pendant 2 minutes, j'ai chronométré, pendant 2 minutes où il dit « Boris Berezovski, c'est qui ?» Vous voulez dire l'ancien député de la Douma, vous voulez dire l'ancien secrétaire général du Conseil de sécurité, parce que Boris Berezovski a plusieurs casquettes, c'est un homme débordant d'énergie, et bien sûr, s'il trouve quelque chose que nous ne faisons pas bien et qu'il le fasse savoir publiquement, c'est une très bonne chose, parce que ça nous aidera à mieux faire ce que nous devons faire. Voilà la réponse presque complète de Poutine à la question. J'ai peut-être pas complètement répondu à la vôtre, mais vous comprenez dans quel sens j'ai répondu. Voilà. Merci. J'ai une question qui est peut-être également un peu sulfureuse, mais qui ne se veut pas du tout provocative. Hein. C'est relatif aux rumeurs sur la fortune personnelle de Poutine. Dans les journalistes d'investigation des Panama Papers ont trouvé un compte avec plusieurs centaines de millions de dollars au nom de Sergei Rodoulgin.
Oui, enfin je prononce probablement pas mal, mais je ne suis pas russophone, donc excusez-moi. Qui est donc un ami très intime de Poutine depuis les années 70, qui est un violoncelliste, oui, ancien directeur du conservatoire de Saint-Pétersbourg, qui a d'ailleurs aussi, je pense, le parrain de sa première fille, Maria. Bon, cet homme-là avait évidemment déclaré quelques années auparavant qu'il était un simple artiste et qu'il n'était pas du tout businessman, pas du tout investisseur, etc., etc. Bon, alors, au vu de ça, est-ce qu'on peut encore parler de rumeurs ou de faits établis quant à la fortune personnelle de Poutine? Alors, qu'est-ce que c'est la fortune personnelle de Poutine? La fortune personnelle de Poutine, c'est son salaire déclaré en Russie, et c'est, bon, les campagnes présidentielles dans ça de bon, que chacun des candidats a l'obligation de déclarer son patrimoine personnel. Je vais peut-être vous surprendre, mais le plus riche des candidats, c'est le candidat du Parti communiste, Alexei Navalny, qui n'est finalement pas admis à se présenter, et pas mal placé non plus, et Poutine a un salaire officiel de quelque chose comme 120 000 euros par an, avec 2 appartements, 2 voitures, et même une remorque, je crois, qui est déclarée, et un garage. Bon, voilà pour le patrimoine officiel. C'est une question que j'aborde dans le livre, évidemment. Il y a plein de choses qui sont invérifiables et qui seront invérifiables encore quelque temps sur cet aspect-là. On a parlé dans des films très à charge et ouvertement à charge d'une fortune de 40 milliards, d'autres ont parlé d'une fortune de 200 milliards, qui, alors lui, pour le coup, est un ennemi déclaré de Poutine. Moi, ce que j'ai envie de vous répondre, c'est qu'il y a des gens très riches, des milliardaires, en Russie. Ils sont passés de 77 à 96 l'année dernière. Dans ces milliardaires, il y a des proches de Poutine, du 1er, 2e, 3e cercle. Mais ces gens sont mis à contribution pour... Est-ce que ce sont leurs deniers personnels? Est-ce que ce sont des deniers moins personnels pour financer, par exemple, des infrastructures pour la Coupe du Monde de football? Le violoncelliste Sergei Raldugin, qui est en effet un très proche de Poutine, pétersbourgeois aussi, a beaucoup investi dans un centre qu'on appelle Sirius, qui est quelque chose de formidable, qui a été créé à Sochi justement pour des enfants doués, ou même presque surdoués, où il se trouve que je connais plusieurs enfants qui ont séjourné dans ce centre. Ils passent plusieurs semaines, gratuitement évidemment pour eux. Vous avez à la fois des mathématiciens, des musiciens, des joueurs de hockey, des gens qui écrivent, peut-être des futurs Pouchkine, et qui bénéficient plutôt d'un entraînement intensif. Si vous voulez, on parlait du mot État tout à l'heure. En russe, le mot État se dit Gosoudarstva, et le mot souverain se dit Gosoudarь. C'est-à-dire que l'État est en quelque sorte la chose du souverain. La frontière, sans doute aidée par les années de communisme, est un peu ténue entre public et privé à certains égards. Voilà. D'autres questions? Oui. Oui, alors moi j'ai une question où je trouve que vous avez fait l'impasse volontairement parce que c'est pas la vocation d'autres livres. C'est le rôle de Poutine dans la géopolitique mondiale, qui est un rôle déterminant, croissant. Et je pense que si nous sommes là ce soir, c'est précisément parce que les regards changent dans cette perspective-là. Et c'est bien au-delà que du discours que vous avez tenu dans la relation avec l'OTAN. Et ça, évidemment, englobe la question du Moyen-Orient et bien plus. Je pense qu'il y a, en étant une chiraquiste, si je me permets d'utiliser cet adjectif, et je le suis autant que vous, je suis un fervent partisan du multipolarisme. Et je pense que Poutine, fondamentalement, est dans cet esprit multipolariste, au-delà de simplement la dichotomie autant pas autant. Vous avez entièrement raison, mais je consacre à cette question, je sais pas, une 40aine de pages. Donc je ne vais pas vous les résumer en 2 minutes, mais vous avez entièrement raison, évidemment. Multipolarisme, et il a fait attention à ne pas engager son pays dans des alliances trop contraignantes comme alors nous autres Européens ou comme les Américains. Il dit que les pays vraiment indépendants
ça il le dit très bien dans les entretiens à Oliver Stone, sont très rares et se comptent sans doute sur les doigts d'une seule main, et la Russie en fait partie. Oui, oui, madame, merci mille fois pour votre conférence, très intéressante. Je voudrais aller un peu plus loin que ce qui a été dit par celui qui vous a posé la question précédente sur l'aspect international. Aujourd'hui, le ministre, votre ministre des Affaires étrangères est à Moscou pour essayer de voir avec Lavrov et avec d'autres comment on va résoudre la question syrienne. Chacun a pu écouter aujourd'hui tout ce qui se passe là-bas et on se demande où nous allons aller dans cette affaire. Est-ce que vous croyez que, vu l'importance du rôle, aujourd'hui Le Drian l'a dit à Moscou, il a dit, écoutez, je crois qu'il n'y a qu'un pays et qu'un homme peut-être qui est capable de résoudre la question syrienne, qui est un sac de nœuds absolument incroyable. Est-ce que vous pensez que la chose est possible et qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la politique occidentale, spécialement de celle de votre pays, de votre gauche, la France, qui, il n'y a pas si longtemps que cela, avait organisé toute une histoire à propos de la livraison, je crois, de deux porte-hélicoptères à la Russie. Voilà, pour moi c'est important de savoir où nous allons et est-ce que nous allons continuer à faire ce que nous faisons avec la Russie, ça veut dire la mépriser comme nous le faisons. Alors, où nous allons, je vais être bien normal de vous répondre, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères française, et aujourd'hui, honnêtement, je n'ai pas pu suivre l'actualité du jour parce que j'étais moi-même dans les médias belges. Mais bon, je sais qu'il se passe des choses en Syrie, je sais que Vladimir Poutine, évidemment, joue un rôle capital dans l'essai de résolution de crise syrienne. Ce que Poutine n'a vraiment pas apprécié, c'est ce qu'on appelle les printemps arabes et l'incursion des coalitions internationales qui n'ont rien résolu du tout, qui ont détruit ce qui existait et qui ont semé le chaos. Poutine est très légitimiste et un président en exercice dans un pays donné, c'est un interlocuteur. Il ne s'agit pas de... Il a été très très choqué par le sort de Kadhafi, de Saddam Hussein, le sort d'autres dirigeants, enfin, de Ceausescu, je crois aussi. Il y a un droit international et Poutine fait toujours référence au droit international. Je ne peux pas tellement aller au-delà. J'aborde un certain nombre de sujets sous-jacents à la Syrie, mais parce que derrière la Syrie, il y a la question de l'islamisme fondamental, il y a la question il y a la question kurde, il y a une question que nous connaissons bien dans nos banlieues européennes. Il y a une chose que je voulais rajouter qui est très importante quand j'ai dit un mot de l'islam tout à l'heure. Vous savez que les frères musulmans, qui sont quand même très présents chez nous, qui doivent être très présents chez vous aussi, sont une organisation interdite en Russie depuis 2003. Alors, monsieur, ici, non ? Pour venir un peu devant, Tatiana, monsieur me posait une question depuis très longtemps déjà. Oui, bonsoir. Étant d'expérience non militaire, je suis malgré tout euro-atlantiste et autant en sympathie avec la Russie que je lis depuis 40 ans et cette notion de l'âme russe que certains ont utilisé, je crois, d'une façon vous-même l'exprimer au travers de vos propos. J'aurais une double question. La guerre larvée qui se développe entre l'OTAN et le bloc russe, n'est-ce pas une espèce de musculation réciproque qui se lie à l'accélération de la remilitarisation russe depuis les 20 dernières années? La part du PIB russe qui a été allouée à la reconstruction des industries militaires est assez significative. Je peux comprendre pourquoi dans la géopolitique mondiale. C'est un premier aspect. L'autre,
ça m'intrigue de voir la position que je n'hésite pas de qualifier imbécile de l'Union européenne à l'égard de la Russie. Et je me demande quelle est la part d'influence allemande là-dedans, sachant que l'Allemagne commerce par exemple énormément avec l'Iran. Et donc, quelque part, ça se rattacherait peut-être à des notions de musulmans qui ne sont plus ceux de Tchétchénie et alentours, mais ceux de pur commerce allemand. Et on sait le poids de l'Allemagne au sein de l'Europe, peut-être que... Qu'est-ce qu'on peut en lire? Merci. Je vous remercie. Ça marche, si ça marche. Je vous remercie de ces deux questions. Alors sur la deuxième question, honnêtement, je ne suis pas très à l'aise pour vous répondre parce que je n'ai pas les éléments, j'ai pas d'éléments de réponse très informés sur la politique commerciale allemande et ce que vous ne sous-entendez pas, ce que vous exprimez, ça je ne sais pas dire. Sur le premier point, la remilitarisation russe, il faut voir dans quel état était l'armée russe à la fin de la décennie 90 et quand Poutine est arrivé au pouvoir. Vous savez, parmi les choses très difficiles qu'ont vécu les Russes dans les années 90, il y a eu l'affaire du Kosovo, il y a eu le fait que les Russes n'aient pas pu apporter d'aide à leurs frères, entre guillemets, serbes. Ça a été douloureux pour les Russes. Et oui, l'armée russe est de nouveau une armée solide. Elle le prouve en Syrie en ce moment, et elle est efficace. Mais vous savez, quand on parle beaucoup ici en Occident de la menace russe, quand on voit le budget militaire russe comparé au budget militaire américain, même américain sans parler de l'OTAN, on est dans un rapport de 1 à 10. Donc la menace russe, c'est quand même un peu une vue de l'esprit. Je termine, je crois, le livre, enfin je le dis à la fin du livre, j'aime beaucoup Solzhenitsyn, et une citation de Solzhenitsyn de 1994 encore. C'est une interview qu'il a donnée juste avant de quitter les États-Unis, dans son chemin qui l'a ramené vers la Russie. Il dit « Je vois loin, au XXIe siècle, un moment où les États-Unis et l'Europe auront grand besoin de la Russie. » D'autres questions, madame? Ici, monsieur. Madame, monsieur. Madame, j'ai une question concernant la région de Kaliningrad. Est-ce que cette région prend une certaine position spéciale dans la cœur des Russes ou de Poutine? Parce que cette région, bien sûr, est un petit peu, dans le point de vue géostratégique, c'est pas très bien placé, si je ne me trompe pas. Et en plus, on dit, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'au début des années 90, la Russie a essayé de vendre cette région à l'Allemagne, mais que les Allemands n'étaient pas intéressés à ce moment-là. Merci. Alors honnêtement, je sais que les Russes avaient des problèmes d'argent en 90, mais est-ce qu'ils auraient vendu Kaliningrad aux Allemands? Je ne sais pas. Il faut savoir que Kaliningrad, c'est Königsberg et c'est la patrie d'Emmanuel Kant. Donc Emmanuel Kant est né en terre russe, du coup. Bon, plus sérieusement, et d'ailleurs Ludmila Poutinina, enfin la femme dont Poutine a divorcé, qui est la mère de ses deux filles, est originaire de Kaliningrad. Mais ça n'explique pas l'attachement des Russes à Kaliningrad. Kaliningrad se trouve donc une enclave russe sur territoire, ça doit être l'Allemagne à cet endroit-là, enfin c'est la capitale de la Prusse orientale. Non, c'est la Pologne. Aujourd'hui, c'est la Pologne. Enfin, c'était l'ancienne capitale de Prusse orientale. Bon, elle est au territoire européen, et territoire de l'Union européenne. Il y a eu des accords, je crois que ça remonte à 2003-2004, des accords de libre circulation qui ont facilité, qui ont désenclavé, si vous voulez, Kaliningrad. Mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur Kaliningrad. Pour les Belges parmi vous, c'est là que la Belgique jouera son premier match de football. Ah bon? Il y a le 5 juin contre l'Angleterre. Oui. Je peux poser une question? Voilà, je crois savoir que Vladimir Poutine a dit un jour que l'Occident est en décadence. Croyez-vous que lui pourrait
y remédier ou jouer un rôle important? Alors c'est vrai qu'une partie des Russes, et Poutine le dit, trouve que nous sommes sur une pente un peu descendante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'élection de Conchita Wurst à l'Eurovision. C'était, alors je ne sais plus si on appelait ça une femme à barbe ou un homme, enfin vous voyez qui je veux dire. C'était un Autrichien, je crois, c'était entre hommes et femmes. Et alors, il y a une caricature qui a beaucoup circulé à ce moment-là dans les journaux russes, parce que Pierre le Grand, qui admirait beaucoup l'Europe, qui a voulu faire de Saint-Pétersbourg une fenêtre sur l'Europe, et qui a demandé à tous les boyards russes de se raser la barbe, donc vous voyez une caricature où Pierre le Grand prend des ciseaux, coupe la barbe d'un boyard, qui lui dit, mais il montre le doigt sur la télévision, où on voit quelqu'un qui ressemble beaucoup à Conchita Wurst, et Pierre le Grand lui dit, non, pas cette Europe-là. Voilà, donc, oui, si vous voulez, tout ce qui est lié à, par exemple, le mariage pour tous, je ne sais pas quelle est la position de la Belgique sur le sujet. Vous êtes en avance, d'accord. Bon, le mariage de personnes de même sexe, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à l'ordre du jour en Russie. Parallèlement, il y a vraiment un réveil religieux en Russie. Il y a un retour aux racines. Il y a, alors j'ai parlé des musulmans tout à l'heure, mais il y a un retour à l'orthodoxie qui est très important et qui est réel. C'est pas juste un phénomène de mode. Il y a en ce moment on est en plein carême. Il y a des menus spéciaux carême dans les restaurants de Russie. Il y a les Russes, si vous voulez, depuis quelques années, redécouvrent leur foi, redécouvrent les richesses de ce patrimoine religieux. Et Poutine a fait quelque chose de très important d'ailleurs. Et son rôle a été très important dans ce dossier-là. Il a réconcilié, mettant fin à une parenthèse de 90 ans, l'Église orthodoxe hors frontières qui était partie après la Révolution, estimant que l'Église orthodoxe russe ou devenue soviétique avait pactisé avec le communisme. Et ça a créé un schisme important au sein de l'Église russe, et c'était important pour les Russes émigrés. Il y a quand même plus de 2 millions de Russes qui ont quitté la Russie après la Révolution de 17. C'était un moment de réconciliation importante. Donc oui, la Russie est une société traditionnelle et trouve que nous sommes sur une voie un peu curieuse. Nous, Européens de l'Ouest. Alors, encore 2 ou 3 questions. Après, si vous voulez acheter le livre d'Elena Pérou et le faire dédicacer, il faudra quand même qu'on n'y passe pas la totalité de la soirée. Donc, on va... encore 2 ou 3 questions. J'ai un train 9h18 demain. Madame, quand on parle de la Russie aujourd'hui, quand on voit la Russie, on voit surtout Saint-Pétersbourg, Moscou, etc. On pense aux oligarques, à tous ces milliardaires et tout. Mais qu'en est-il du peuple russe? Parce que, en fait, quand on se promène dans certains documentaires et tout, dans la campagne russe, ça n'est pas très très fameux. Alors, est-ce que le régime s'occupe véritablement du bien-être, c'est-à-dire est-ce que l'économie russe bénéficie aussi la population? Oui, vous avez raison. C'est une question importante. Le principal reproche fait à Vladimir Poutine, tel qu'il apparaît dans les sondages, notamment de l'Institut Yuri Levada. C'est un institut de sondage très sérieux, totalement indépendant, qui fait un travail intéressant. Les derniers sondages, des derniers mois, donnaient le résultat suivant. On estimait que le reproche principal que les Russes faisaient à Poutine, c'était de ne pas s'occuper suffisamment des personnes les plus, je dirais pas les plus démunies, mais les plus modestes. C'était le reproche principal. Ce qui est intéressant, c'est que la part des gens qui trouvaient que Poutine négligeait cette population diminue régulièrement. Si vous voulez, les Russes aujourd'hui vivent en moyenne nettement mieux après 18 ans de poutinisme, s'il faut dire les choses de manière très très rapide.
le PIB est sur une courbe ascendante, le niveau de vie est de manière générale sur une courbe ascendante. Le meilleur indicateur peut-être sur le fait que ça va mieux, ça n'est pas mesurable en euros, mais ça reflète la santé morale de la population, c'est le taux de natalité. Vous savez que les Russes ont eu un problème, et ont toujours un problème démographique majeur. Dans les 2 décennies 90, 2000, 2010, les Russes ont perdu 5 millions d'habitants, l'équivalent de la moitié de la population de la Belgique, qui a disparu en 20 ans. Le problème démographique est un problème majeur pour les Russes. Et d'ailleurs, pour reboucler avec la question précédente, le fait que Poutine encourage le réveil religieux, qu'il soit orthodoxe, qu'il soit musulman, fait partie aussi du fait que son défi majeur, c'est de repeupler la Russie. Et en 90, il y avait 1 enfant, 16 par femme. Excusez-moi, ce sont des chiffres, c'est moche de dire ça comme ça, mais donc 1 enfant 16 par femme. Aujourd'hui, 1 enfant 1,76. Ça a l'air de rien, ce 0,6, mais ça veut dire quand même que les Russes croient en l'avenir et accueillent des enfants. Donc oui, les Russes vont mieux. Vous avez raison que les Russes ne se limitent pas. Enfin, il ne faut pas avoir une vision de la Russie par Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est pour ça que j'ai été intéressée de voir que dans l'assistance, il y a beaucoup de gens qui connaissent la Russie autre que celle des 2 capitales. Vladimir Poutine se présente à cette élection comme sans parti. Il se présente au nom de tous les Russes. C'est d'ailleurs la première fois qu'il se présente sans aucun parti. Il ambitionne vraiment d'améliorer la vie quotidienne des Russes. Et d'ailleurs, le 31 décembre 1999, ce fameux jour où il devient président par intérim, il rencontre brièvement les membres du gouvernement. Il leur dit une seule chose: vous n'avez qu'une tâche, améliorer la vie de nos concitoyens.